Bonjour à tous, donc merci beaucoup d'être ici. Donc moi je vais vous parler de pollution lumineuse. Alors c'est un sujet qui au sein de la LPO a déjà quelques années. On a commencé à travailler dessus, notamment dans le Grand Valence depuis 2-3 ans, dans le cadre de différents projets qui sont financés par la région et par le département notamment. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter à la fois d'un éclairage un peu bibliographique sur qu'est-ce qu'on connaît de la pollution lumineuse et de ses impacts. Et après, au cours de la présentation, je ferai un petit zoom sur vraiment notre étude que nous avons réalisée dans la Drôme. Donc, il y aura à la fois des aspects assez généraux et des aspects un peu plus concrets, un peu plus locaux. Alors, je vais commencer par quelques généralités et notamment quelque chose qui est assez indispensable à avoir en tête, c'est que nous avons tous besoin de lumière, mais de lumière naturelle. Cette lumière, elle est émise par le soleil. Je vous apprends rien avec ça, mais cette lumière, elle est indispensable parce que elle est source d'énergie, de chaleur pour un grand nombre d'organismes vivants. Et on a plein d'exemples en tête. La photosynthèse pour les plantes, par exemple, a besoin de cette lumière pour produire de l'énergie. Les reptiles qui ont besoin de cette chaleur pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se nourrir. Donc cette lumière est vraiment indispensable au sein de la planète Terre. Et cette planète Terre, il y a du jour et de la nuit. On a un rythme qui se fait dans 24 heures où on va avoir des phases diurnes et des phases nocturnes. Ce rythme, on l'appelle le rythme nyctéméral. C'est un rythme qui est un peu le donneur de temps de notre rythme biologique, de notre horloge biologique au sein de l'ensemble des organismes. Et ce rythme, il existe depuis la création de la Terre, depuis le début de la Terre, et donc ça fait des millions d'années que les espèces se sont adaptées à ce rythme jour-nuit. Et ce rythme, il est indispensable à l'ensemble des organismes. Et comme je le disais, cette adaptation, elle a eu lieu sur des millions d'années. Et tout d'un coup, il y a l'homme qui a inventé l'ampoule électrique. Et tout d'un coup, la lumière est apparue la nuit. Et donc, ça a commencé à dérégler un peu les organismes vivants. Alors, je vais faire un rapide historique sur l'éclairage public pour avoir un peu en tête voilà, que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, finalement. Ça existe depuis l'Antiquité. On commençait déjà à éclairer. Alors, c'était avec des torches, c'était juste simplement avec du feu, des bougies, où on éclairait un peu les villes, les villages pour la nuit. Et petit à petit, au fil des années, au fil des siècles, il y a des inventions qui ont eu lieu. On a eu les premières lampes à huile, par exemple, qui sont apparues, puis les premières lampes à gaz. Et donc, petit à petit, les différentes villes, Londres, Paris, ont commencé à s'éclairer. Mais c'est assez récent, voilà, ça a 200, 300 ans. C'est quand même assez récent dans l'histoire de la Terre. Donc, finalement, cette pollution lumineuse, je vais en parler juste après, elle est apparue très récemment, alors que les organismes vivants sont là depuis des millions d'années. Donc, cette adaptation, elle vient d'arriver. C'est vraiment, dans l'histoire de la Terre, ça vient d'arriver. Et cet éclairage public, il a augmenté d'une manière exponentielle en quelques centaines d'années. Là, vous avez une photo de Los Angeles en 1908 et 1988, et on voit une nette augmentation de la pollution lumineuse, en tout cas de la lumière, dans la ville de Los Angeles. Alors après, il y a un étalement urbain qui est lié à l'augmentation de la population dans les villes, mais en découle forcément un éclairage plus important dans l'ensemble de la ville. Là, vous avez une photo vue du ciel de la France, d'une partie de l'Europe. Donc, à l'heure actuelle, c'est une photo qui date de 2017. Donc, on voit que maintenant, il y a quasiment plus d'obscurité la nuit, au final, dans notre environnement. On a de la lumière qui est omniprésente. On voit bien, je ne sais pas si vous voyez mon petit laser rouge là, mais donc on a Lyon qui est ici, donc là, Valence est ici, par exemple. Valence, Romans, et il y a Grenoble ici. Et le Vercors assez sombre dans ce secteur.
Donc cette pollution lumineuse, elle est vraiment très très importante. Et en France, on compte plus de 11 millions de lampadaires à l'heure actuelle, avec une augmentation de plus de 20% de la lumière émise en moins de 20 ans. Donc on a vraiment, là, je continue encore sur, j'insiste, mais c'est vraiment côté exponentiel de l'augmentation de la lumière sur un très très court pas de temps. Et donc, depuis quelques dizaines d'années, on commence à parler de pollution lumineuse. Donc cette notion, on peut la définir comme une présence anormale de lumière qui va modifier, qui va avoir des nuisances sur les écosystèmes, sur les paysages. Et cette pollution, la source de la lumière, c'est des sources artificielles qui sont les voitures, l'éclairage public, l'éclairage privé, les publicités, etc. Et cette notion, elle est vraiment assez récente. En fait, elle a été médiatisée dans les années 50 par les astronomes qui commençaient à ne plus voir le ciel dans leur ville. En fait, on ne voyait plus les étoiles. Et donc, on a commencé à en parler petit à petit. Après, il faut voir que cette pollution lumineuse avait déjà été un peu documentée par certains naturalistes, astronomes, dans les années 1900. Donc, on avait commencé déjà à aborder un petit peu cette pollution lumineuse, mais voilà, elle est vraiment arrivée dans les années 50, où, avec vraiment l'explosion de l'éclairage artificiel, de plus en plus de personnes ne voyaient plus les étoiles, et donc les astronomes ont vraiment commencé à informer, à médiatiser ce souci. Et petit à petit, les écologues, donc les chercheurs qui travaillent en écologie, des géographes, des sociologues, des médecins, ont commencé à s'emparer du sujet. Et c'est un sujet qui est en plein essor. Quand on regarde le nombre de publications scientifiques au cours des 10 dernières années, c'est vraiment en augmentation exponentielle. Il y a vraiment un grand nombre d'articles qui travaillent sur ce sujet à l'heure actuelle. C'est vraiment un sujet en biologie de la conservation, donc en écologie, c'est un des sujets majeurs actuels de la recherche. Donc la nuit en voie de disparition. On va maintenant un peu essayer de parler de différents impacts de la pollution lumineuse. Et on va commencer vraiment sur ce que nous on ressent. Donc, vous avez témoigné déjà de vos ressentis. Et on va parler un peu plus de la santé humaine. Et notamment déjà ces deux images, qu'est-ce qu'elles vous évoquent si vous êtes chez vous, vous avez cette lumière qui arrive chez vous là. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? L'enfer. L'enfer, alors du coup, tout à l'heure, on parlait de frustration, aussi le fait de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres. L'enfer, pourquoi l'enfer? Moi, j'ai la chance d'habiter dans une petite ville en gros. Oui, il y a un côté rassurant pour beaucoup de personnes qui se promènent dedans, ceux qui sortent la vie. Oui. Donc l'enfer, mais il y a un côté rassurant dans l'enfer. Ah, mais oui. Ok. Donc, le déplacement, oui. Il y a un peu une normalisation des comportements. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les comportements de jour se prolongent la nuit. Oui. Et on ne crée pas une situation qui essaie de s'adapter à avoir des comportements de jour. Et pouvoir avoir des comportements de nuit, en fait, on essaie de prolonger les comportements de jour la nuit. D'accord, donc oui, vous allez me dire si c'est ça, mais en formulant. La rue qui est éclairée, on oui. va continuer à rouler. Oui, c'est ça. Donc on continue à vivre comme de jour. D'accord. Oui, c'est vrai. On prolonge la journée, quoi. On n'a pas assez de temps la journée, donc on continue. Il y a quand même un sentiment de gâchis aussi, parce que à la fois il n'y a plus la nuit, mais ça doit coûter quand même pas mal de kilowatts. Donc, ouais, financièrement, c'est pas donné, quoi. Là, on voit personne en plus. En plus, ouais, sur cette photo. Il est clair pour personne. C'est ça. Ben, c'est souvent ça la nuit, non? Ah oui. Il y aurait comment une grande ville. Dans cet esprit-là, les nuits noires, complètement noires, sont très rares. Il y a toujours une présence d'éclairage de la lune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il peut y avoir entre cet éclairage lunaire et l'éclairage artificiel? Donc, l'un est acceptable et l'autre est perturbant. Alors, ouais, la Lune, on peut mesurer la lumière, et
la Lune, elle émet à 1 lux. C'est une unité de lumière émise. Et toutes les lampes, c'est des centaines, c'est des dizaines et dizaines de lux. Donc on n'a vraiment pas du tout la même intensité lumineuse, en fait, entre un éclairage artificiel et la Lune. Donc l'éclairage est beaucoup plus fort, en fait, en artificiel. Et les impacts vont forcément être beaucoup plus importants parce que la faune, je vais parler plutôt de biodiversité, on en parlera juste après, mais c'est adapté à cet éclairage lunaire, qui même en fait a une très grande fonction parce que certains animaux sont attirés par cette lumière et vont être orientés par la Lune. En fait. Alors que l'éclairage artificiel qui est présent de partout va complètement les désorienter. Donc on a vraiment une différence entre l'éclairage Lune et l'éclairage artificiel. Dans l'évolution notamment. Ça répond à votre question. Oui. Est-ce qu'on a remarqué, par exemple, qu'il y a une qualité, la qualité de la nuit, du noir de la nuit est plus importante au niveau équatorial qu'au niveau des pôles. Est-ce qu'on a remarqué qu'il y a des différences entre les gens qui habitent près de l'équateur et les gens qui... par rapport à la nuit? La réponse au niveau santé, au niveau biodiversité, on se rend compte quand même qu'il y a des différences d'adaptation. Il y a certaines espèces, mais du coup je vais parler vraiment d'espèces animales qui se sont adaptées et qui n'ont pas les mêmes adaptations entre le nord de l'hémisphère et l'équateur. Parce que c'est un peu compliqué de... C'est pas vraiment une réponse fixe, mais il y a l'adaptation est différente. On a des espèces qui vont être beaucoup plus influencées par la Lune, notamment. En tout cas, je parle vraiment juste de Lune et de voir. La Lune va influencer beaucoup plus certaines espèces de l'équateur que les colocommandes. Oui, parce que relativement, la Lune, par rapport au noir, est plus importante. Ouais. Alors, du coup, je vais vous présenter quelques impacts qu'on a détectés sur l'humain. Alors, je ne suis pas du tout médecin, donc si vous avez des choses à dire en plus, n'hésitez pas à compléter. En tout cas, de ce qu'on connaît, c'est que cet éclairage artificiel a perturbé notamment une hormone que l'on produit en fin de journée, quand il commence à faire nuit, c'est la mélatonine. C'est un peu l'horloge du sommeil, en fait, qui va avoir une très grande importance parce qu'elle va à la fois avoir des effets sur le contrôle d'autres hormones, qui va avoir aussi un effet antioxydant sur l'organisme. Et donc, quand il y a de la lumière artificielle qui est présente en début de nuit, cette hormone n'est pas créée. Et donc, il peut y avoir vraiment de graves conséquences. On va noter du diabète, on va noter de l'obésité, peut-être aussi, alors ça c'est des suppositions pour l'instant, mais peut-être des cancers aussi. En tout cas, plus de chances de contracter un cancer quand on est vraiment soumis à l'éclairage artificiel toute la nuit. Donc ce dérèglement de cette hormone peut avoir vraiment de très graves conséquences sur la santé. C'est l'hormone du sommeil, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est très important. En tout cas, il faut dormir avec les volets fermés et éviter au maximum cet éclairage. Et on parle aussi des LED bleus. Je ne sais pas si on a entendu parler ces derniers temps, mais c'est les écrans d'ordinateur, ce genre de choses. Ces LED, en fait, c'est beaucoup d'ultraviolet en fait, dans le bleu, et ça a un impact encore plus fort. Donc, selon les spectres un peu lumineux, si on a des couleurs froides comme du blanc, du bleu, des couleurs plus chaudes, et ben, on va avoir un degré d'importance sur l'organisme. Et donc cette importance au niveau de la santé humaine, on a aussi énormément d'impact sur la biodiversité. Donc là, comme c'est notre sujet, un peu notre cœur de métier, je vais vraiment beaucoup plus en parler sur l'aspect de la biodiversité. Et donc on va commencer par quelque chose qui n'est pas forcément... dont on ne voit pas forcément, parce qu'on vit le jour, donc on voit les espèces du jour, mais en fait on a une multitude d'espèces qui vivent la nuit. On estime à plus de 60% d'invertébrés dans le monde, donc les invertébrés, ça va être
des insectes, les araignées, par exemple, qui vivent la nuit. Donc là, vous avez des papillons nocturnes, des sauterelles, des vers luisants, des cannes cerfs-volants. Donc voilà, il y a vraiment une très très grande diversité d'espèces qui vivent la nuit et aussi de vertébrés. Donc les vertébrés, c'est nous, c'est les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons. Donc il y a vraiment une très très grande faune qui vit la nuit et de fleurs aussi, hein, je vais en parler juste après. Et donc toutes ces espèces-là peuvent être influencées par l'éclairage public, par l'éclairage artificiel. Alors, un premier exemple que je pense que vous avez tous vu, c'est les insectes qui sont attirés par la lumière, où on voit des nuages d'insectes autour de lampadaires. Donc, c'est une des explications, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. En fait, les insectes sont attirés par la lumière naturellement, mais en fait, la seule lumière, c'est la Lune. Donc, ils sont attirés par la Lune, ils ne vont jamais arriver jusqu'à la Lune. Donc, en fait, ils peuvent vivre normalement, si vous voulez, alors que là, quand ils arrivent au pied du lampadaire, à proximité du lampadaire, ils sont arrivés à leur source lumineuse, donc ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, ils vont tourner autour de ce lampadaire et s'épuiser. Et on estime qu'il y a une centaine, en gros, par lampadaire. Chaque nuit, c'est 100, 150 insectes qui sont tués toutes les nuits. Donc, si vous faites multiplier par 11 millions de lampadaires en France, il y a un chiffre vraiment très très important d'insectes qui disparaissent toutes les nuits sur le territoire. Et on peut mettre ça en parallèle avec, peut-être que vous avez entendu, c'était il y a 1 an à peu près, dans les médias, on avait des scientifiques allemands avaient montré qu'on avait une disparition de plus de 80% des insectes en Allemagne. Et la pollution lumineuse fait partie des causes majeures de cette disparition. Bien d'autres, hein, il y a l'agriculture intensive, l'artificialisation des territoires, mais la pollution lumineuse fait partie de ces causes. Et comme ces insectes sont attirés par cette lumière, eh ben, ils ne vont pas pouvoir faire les fonctions qu'ils font chaque nuit, c'est-à-dire aller polliniser des fleurs, aller se nourrir, aller disperser être une source de nourriture, etc. etc. Et donc, on a pu noter que les fleurs qui étaient proches d'éclairage public étaient beaucoup moins pollinisées que les fleurs qui étaient dans l'éclairage, sans éclairage. Donc ça peut rejoindre effectivement ce que vous avez remarqué. Et donc ça, c'est un gros problème aussi au niveau de pollinisation qui peut être très très important. Alors, d'autres exemples, notamment dans les grandes villes, vous avez peut-être déjà entendu des oiseaux chanter à 3 h du matin sous un lampadaire. C'est notamment le cas du rouge-gorge, qui peut être vraiment déréglé, son comportement va être déréglé à cause de cet éclairage. Et on a pu noter que certaines espèces même pondaient plus tôt par rapport aux mêmes espèces et par rapport à des endroits qui étaient sombres. Donc on peut avoir vraiment un décalage phénologique, donc un décalage dans le temps de la reproduction, qui peut avoir des conséquences ensuite sur la dynamique, sur le nombre d'individus qui vont pouvoir survivre année après année. Encore pour les oiseaux, il y a aussi d'autres impacts qui peuvent être liés aux collisions, en fait, où les oiseaux ne vont pas voir les buildings, les immeubles qui sont éclairés, ils vont se taper contre ces vitres. Et c'est pas du tout anecdotique. Dans plein de villes, chaque matin, on découvre des centaines d'oiseaux qui ont percuté ces vitres. Donc c'est vraiment un phénomène qui est vraiment important. D'autres phénomènes peuvent jouer aussi sur la migration, où, comme je le disais tout à l'heure, les oiseaux s'orientent avec les étoiles, avec la Lune, mais avec d'autres critères aussi, avec le champ magnétique, notamment pour se déplacer la nuit, pour migrer. Il y a vraiment beaucoup d'oiseaux qui migrent la nuit. On ne voit pas, mais c'est peut-être la moitié des espèces migrent la nuit. Chaque nuit, vous avez à l'automne et au printemps, vous avez des centaines d'oiseaux qui passent au-dessus de votre tête. Et ces espèces-là peuvent être vraiment impactées par la lumière, où le halo lumineux d'une ville va soit les attirer pour certaines espèces, ou d'autres, elles vont éviter ce halo lumineux. Donc elles vont peut-être faire des kilomètres de contours, de détours, pour pouvoir reprendre leur trajectoire initiale. Et donc ça va être une perte d'énergie importante, et donc moins de chances de survie pour la migration, pour se reproduire par la suite. Donc on peut vraiment avoir un impact sur la dynamique des populations à cause de cet éclairage.
Un autre exemple, c'est sur les chauves-souris, où alors les chauves-souris, c'est des mammifères volants qui utilisent des gîtes, donc des endroits pour se reposer la journée, où elles vont à la fois se reproduire ou passer leur journée, et puis la nuit, elles sortent pour aller se nourrir. Et ces gîtes, ils peuvent être, ça peut être des bâtiments, ça peut être des arbres, des falaises, des grottes, etc. Vraiment tout un tas de gîtes. Et, les gîtes bâtis peuvent être éclairés. Et on s'est rendu compte que les chauves-souris qui étaient dans des gîtes éclairés sortaient beaucoup plus tard que la nuit, parce qu'en fait, elles avaient peur de cette lumière, et donc elles sortaient vraiment beaucoup plus tard que les mêmes individus qui étaient les mêmes espèces qui étaient dans un bâtiment non éclairé. Et on s'est rendu compte que les jeunes étaient donc plus chétifs, en fait, ils avaient un poids beaucoup plus faible, un avant-bras une taille plus faible, parce que les femelles ne pouvaient pas bien les allaiter, parce qu'elles n'avaient pas pu bien se nourrir durant la nuit, parce qu'elles sont sorties plus tard, donc moins de proies à attraper. Et donc ça va avoir encore un impact sur la dynamique des populations. Donc si je résume un peu, l'impact sur la faune et la flore est vraiment important, à la fois sur plein d'aspects différents, sur le cycle du sommeil, sur les déplacements, sur la chasse et le nourrissage des individus, sur la reproduction, sur la perte d'habitat, sur des perturbations comportementales. Là, on voit, il y a un héron qui est perché sur un lampadaire en pleine nuit, alors qu'il devrait dormir sur un arbre sans lumière. Donc on a vraiment des impacts importants et qui ne sont pas du tout anodins. C'est vraiment l'éclairage artificiel fait quand même partie des menaces sur la biodiversité qui est vraiment très très importante. Il y a eu des publications du Muséum national de Paris qui ont montré que la pollution lumineuse avait un impact de même importance que l'artificialisation, que l'urbanisation des sols. Donc c'est vraiment un impact très très important. Un peu en dessous de l'agriculture intensive qui a encore un impact encore plus important. Et voilà, on est vraiment dans des impacts qui sont très forts. Les vers du sang, il y a longtemps que vous en avez vu? Parce que nous, ça fait des années qu'on n'en a pas vu. Eh ben, il y a des programmes justement au muséum qui travaillent dessus. Et effectivement, oui, c'est une espèce qu'on voit de moins en moins et qui est très très perturbée par cette lumière. Parce que si je dis pas les maltis, c'est les malcherches. C'est les malcherches et les femelles qui éclairent. Donc les mâles font des enregistrements, ne trouvent pas les femelles parce qu'il y a trop de lumière. Alors, je vais vous parler d'une étude qu'on a réalisée ici, là, donc à Valence, c'était sur Valence, Romans, Chaveille, dans le secteur de l'agglomération, où on s'est intéressé sur les chauves-souris. Donc on a pris ça comme modèle d'étude parce que les chauves-souris sont des espèces qui vivent la nuit, qui sont de bons bio-indicateurs, c'est-à-dire que on peut aussi parler d'espèces parapluies, c'est-à-dire que quand on travaille sur ces espèces, quand on protège ces espèces, on va aussi protéger toute la chaîne alimentaire qui est en dessous de cette espèce. Donc on va aussi protéger les insectes et les plantes qui sont derrière, qui sont liés à cet écosystème. Donc c'est un bon modèle d'étude, et c'est un modèle d'étude en plus qu'on connaît d'après la bibliographie, qui est sensible à la lumière. Donc vous allez voir qu'il y a certaines particularités. Et ces chauves-souris, pour se déplacer la nuit, elles ne le font pas à la vue, elles le font avec leurs cris, elles utilisent l'écholocation pour se déplacer. Donc c'est comme les radars de sous-marins par exemple, ou on peut penser à les baleines, les dauphins qui utilisent aussi l'écholocation. Donc c'est des espèces qui émettent des cris dans leur environnement, et c'est un écho va leur revenir et va permettre de savoir si elles vont leur permettre de savoir si elles vont faire du feuillage, elles vont faire une voiture, à un mur, à un insecte. Donc elles se déplacent comme ça. Et chaque espèce va émettre des cris qui leur sont propres, et donc on peut identifier, grâce aux cris qu'on enregistre, quelles espèces étaient présentes sur notre secteur. Donc en fait, en haut à droite, là, vous avez un enregistreur, donc c'est juste un micro qui enregistre toute la nuit les chauves-souris qui passent à proximité. Et juste en bas, là, c'est des exemples de cris de chauves-souris. Après, voilà, c'est un peu compliqué, mais ça nous permet d'identifier chaque espèce. Donc on a fait ces enregistrements, et ces enregistrements, on les a fait sur l'ensemble du territoire. Donc là, vous avez
vous avez Valence qui est ici, Bourg-de-Péage, Romont ici, Chateuil qui doit être là, donc le Rhône et l'Isère. Et donc on a les petites étoiles, c'est les enregistrements, c'est les points d'enregistrement. Donc on a fait à peu près 250 enregistrements sur l'ensemble de la zone en 1 mois et demi. Et vous avez sur les deux cartes, en fait, cette carte-là, c'est la carte d'occupation du sol, c'est la carte qui représente l'agricole, les cultures, les forêts, l'urbain. Et cette carte-là, c'est la carte de pollution lumineuse. Et donc, on a fait attention à enregistrer à la fois des milieux qui étaient éclairés, des milieux qui étaient non éclairés, dans des endroits avec beaucoup de forêts, avec peu de forêts, avec beaucoup d'agricoles, avec peu d'agricoles, pour avoir vraiment une variabilité paysagère qui nous permet ensuite de pouvoir vraiment analyser le comportement des chauves-souris dans ces différents milieux. Et donc, après un travail de statistique, voilà, assez poussé, on a mis plusieurs semaines pour analyser ces résultats. On a pu sortir des différents résultats, et notamment un premier qui montre que selon les espèces, on va avoir des comportements différents. Par exemple, en haut, ce sont des espèces, donc là vous avez une espèce qui s'appelle le murin de Daubenton, la pipistrelle commune et des lauréats roux. Ce sont des espèces qui ont montré une fuite de la lumière, c'est-à-dire que plus on avait de lumière, moins on trouvait, moins on avait de chances de trouver ces espèces-là. Donc elles fuyaient vraiment la lumière. Et par contre, les espèces qui sont en dessous, la pipistrelle bleue-cul et la pipistrelle pygmée, ce sont des espèces qui, étaient beaucoup plus abondantes dans des milieux qui étaient éclairés. Donc on a vraiment déjà une différence de comportement. C'est-à-dire que l'éclairage artificiel va avoir un impact qui peut être différent selon les espèces. On s'est rendu compte aussi qu'il ne fallait pas prendre en compte seulement la lumière, mais aussi le paysage qui était autour. Et à un niveau de lumière constant, si on a beaucoup plus de forêts, on aura beaucoup plus de chauves-souris. On va montrer quelque chose comme ça pour certaines espèces. Donc, c'est important de prendre en compte le paysage aussi quand on réfléchit à la lumière. Il ne faut pas prendre la lumière juste en tant que telle, toute seule. Il faut prendre aussi en compte le paysage qui est autour d'elle, parce que c'est intimement lié. Et il faut vraiment, c'est ces deux composantes qui vont ensemble. Et à partir de ces résultats, alors c'est un peu flou, on a pu faire des cartes de modélisation, comme ça, qui permettent de représenter un peu sur l'ensemble du territoire les zones où on peut trouver beaucoup de chauves-souris, peu de chauves-souris. Et là, vous avez deux espèces, donc la pipistrelle commune ici, où je vous ai dit tout à l'heure qu'elle fuyait plutôt la lumière. Donc, on le voit assez bien ici, là c'est Valence, Romont, Bourg-de-Péage est ici, donc voilà, on voit qu'il y a peu de chauves-souris. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que plus la couleur est bleue, plus on a de chances de trouver, plus on aura de chauves-souris de cette espèce-là. Donc ces cartes, et là, ici vous avez la pipistrelle cul, où c'est le contraire, où on la retrouve plus dans des endroits éclairés que moins éclairés. Après, une petite subtilité, c'est là, ici, c'est vraiment le centre de Valence, où on s'aperçoit qu'elle est absente du centre de Valence, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'était intimement lié entre le paysage et la lumière, c'est que là, il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi que de l'urbain, et donc presque plus d'insectes. Donc, ces chauves-souris n'ont pas besoin ne vont pas chercher ces endroits-là, parce que finalement, elles ne pourront pas se nourrir. Et donc, ces cartes, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir d'être un appui d'argumentation au niveau des élus. Donc, c'est un travail qu'on va engager maintenant. On va aller voir les communes de l'ensemble de la coopération pour présenter un peu tout ce que je viens de vous présenter sur la pollution lumineuse, de ses effets et des impacts. Et ces cartes vont un peu nous servir d'appui pour montrer à quels endroits il faudrait vraiment agir au sein de la commune. Je vais vous présenter ça encore plus précisément tout à l'heure. Mais voilà, ça va vraiment nous permettre d'être sur des moyens très très concrets. Donc voilà pour les impacts. Et maintenant, on va essayer de vous présenter quelques solutions qui existent pour réduire l'éclairage public. Oui, il y a l'éclairage artificiel. Je ne sais pas si tu l'avais précisé, en fait, cette étude là, sur le souris, elle a été menée dans le cadre du contre-année du Grand Rovaltin. Donc, on a été missionné sur une action
d'études justement des corridors écologiques, et notamment la trame noire, on appelle ça. Donc la trame bleue, tout ce qui est rivière, cours d'eau, trame verte, tout ce qui va être haies, arbres, etc., paysage forestier. Et puis la trame noire, qui est liée à la pollution lumineuse, donc la trame de vie sans la lumière. Excusez-moi. Oui. Du coup, comment vous savez que c'est lié à la pollution lumineuse et pas à d'autres facteurs, puisque là, ça a l'air d'être lié à l'urbanisation lumineuse? Alors, Quels sont les critères? Vous avez éliminé d'autres choses? En fait, on a le fait de prendre à la fois des zones lumineuses, des zones non lumineuses, ça nous a permis de comparer vraiment l'abondance des chauves-souris qui étaient dans des endroits qui n'étaient pas lumineux avec des endroits qui étaient lumineux. Donc on a pu déjà vraiment voir l'impact, la différence qu'il y avait sur le nombre d'individus en lumière et sans lumière. Et on a pris en compte en plus des effets habitat, parce qu'on sait que les chauves-souris sont vraiment liées à leur écologie et liées à différents habitats. Et donc c'était des variables qu'on a pris en plus pour pouvoir aussi les prendre en compte. Mais c'est en fait, quand on fait des traitements statistiques, on prend variable par variable. Donc on sait vraiment qu'il y a un impact sur la lumière qui est important, mais on sait aussi qu'il y a des impacts importants sur d'autres variables environnementales. Mais vous ne pouvez pas comparer, par exemple, avec un même taux d'urbanisation, avec le document de l'habitat, avec... Si, quand les résultats que je présentais tout à l'heure, c'était vraiment avec un même taux d'urbanisation, sans lumière et avec lumière, on a vraiment une différence. En fait, on a vraiment travaillé dans notre plan d'échantillonnage, au début, quand on a placé tous nos points, on a fait attention à placer à la fois des points dans des milieux urbains non éclairés et dans des milieux urbains qui étaient éclairés, pour pouvoir vraiment faire cette comparaison. En pratique, comment vous faites des comptages? Comment est-ce que vous faites pour compter des... Là, c'est ce que je présentais juste avant, c'était des micros, en fait, qu'on enregistre, des boîtiers enregistreurs qui enregistrent les cris de chauve-souris toute la nuit. Donc, c'est ce qui nous permet de les compter. Oui, on ne peut pas savoir si c'est la même espace et si c'est 10 fois. Non, par contre, on ne peut pas savoir ça. Mais le fait qu'elle reste longtemps va nous indiquer que l'endroit est agréable et qu'en tout cas, il y a l'air d'avoir pas mal d'insectes pour pouvoir rester. Donc, c'est un niveau d'activité. C'est vrai que ce n'est pas le nombre d'individus bruts, mais c'est un niveau d'activité. Est-ce que les animaux ont les mêmes yeux? Parce que la sensibilité de la lumière, est-ce qu'on a le même comportement si vous regardez les yeux? Est-ce que c'est comment le même selon les espèces? Ma connaissance, oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des publications qui seraient jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Après, les hypothèses qu'on fait sur pourquoi il y a des espèces qui vont aimer la lumière et d'autres qui vont la fuir, c'est plutôt un effet bénéfice, coût-bénéfice, en fait, avec la prédation. C'est que, comme il va faire très lumineux, clair, certaines espèces vont plutôt fuir parce qu'elles ont trop peur de se faire manger, on va dire, par les prédateurs, alors que d'autres vont aller plutôt près de la lumière. Comme la lumière attire beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de proies faciles à attraper, et elles vont plutôt prendre ce risque-là, au risque de se faire manger, elles préfèrent, il y a plus de chances qu'il y ait beaucoup à manger, qu'elles puissent beaucoup manger, et finalement, moins, elles prennent ce risque. Donc c'est un peu ce compromis-là, a priori, les hypothèses sont plutôt parties là-dessus. Mais il y a peut-être des effets physiologiques qui jouent aussi. Quels sont les prédateurs? Alors il y a les chouettes, les hiboux, notamment, en France en tout cas. Donc ça c'est plutôt la nuit, les fouines, les martres aussi, les chats. Du coup le chat domestique est le principal en fait, le principal prédateur. Qui va attraper les chauves-souris quand ils sortent quand ils sortent d'un bâtiment, par exemple, elles vont les attraper. C'est un grand classique. Et puis après, quand les espèces sont vraiment dans le gîte, la journée, il peut y avoir des serpents, d'autres oiseaux qui peuvent aussi. Moi j'avais une question aussi. C'était par rapport à la diversité des espèces, du coup, qu'on a pu mettre en lien et se dire, bon, bah, en fait, finalement, l'impact lumineux, parce qu'au final, il profite d'un côté à deux espèces de pipistrelles,
en plein centre. Et après, on a plus de diversité en dehors du centre urbain. Est-ce que c'est ça, en fait, qui fait qu'on peut se dire que la lumière est une pollution? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, ma question? Ça perturbe la distribution. Ouais, comment? Ça perturbe la distribution des espèces. C'est pour ça que c'est la pollution. Voilà. C'est Oui, oui, du coup, l'aspect où là, on voit des espèces qu'on a, les deux pipistrelles qui sont attirées par la lumière, on pourrait dire, bah, très bien, la lumière profite à ces espèces-là, et donc, finalement, c'est bien l'éclairage. Alors, il faut plutôt se dire non, parce que, en fait, ça veut dire qu'on va avoir une diversité, justement, sur ta question, c'est on va un peu homogénéiser le milieu, où on va avoir que quelques espèces qui vont su s'adapter à ces menaces, cette pollution anthropique. Et donc, en fait, on va avoir plein d'autres espèces qui ne seront plus présentes. Et donc, on va complètement dérégler en fait, l'écosystème. Au départ, l'ensemble des espèces sur la plaine de Valence, je pense qu'on avait une unité un peu d'espèces sur l'ensemble de la plaine. Et puis, le fait d'apporter de l'agriculture intensive, de disparition d'ailes, l'arrivée de l'urbanisation, l'arrivée de l'éclairage, a en fait un peu dispatché les espèces et certaines espèces ont complètement disparu. On s'est aperçu là qu'il y a des espèces qui étaient présentes avant et qui ne sont vraiment plus là maintenant. Et donc oui, il peut y vraiment avoir un effet sur les espèces et on aura une diversité qui va vraiment changer selon les cas. Donc cette différence de comportement, elle est importante à prendre. Merci. Alors du coup, je prends le relais. Quelle solution on peut mettre en place justement pour aider à réduire la lumineuse, mais pas que, l'homme aussi, il a compris qu'il n'est pas voilà, depuis 3 ans, voilà, on peut être frustré, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, il y a nous et aussi les animaux autour de nous, le vivant, notre environnement. Alors du coup, quelle solution pensez-vous qu'on peut mettre en place? Est-ce que vous avez des idées? Oui. Par exemple, dans les immeubles, quand on arrive le soir, ça se allume automatiquement et après le passage, ça s'éteint. Lumière automatique. Donc on pourrait penser à ça aussi pour les rues. Vous avez déjà vu ça, Localiser la lumière. Abaisser la hauteur des lampadaires. Ah oui, abaisser la hauteur des lampadaires pour avoir un faisceau moins important et bien dirigé. C'est ce Localiser. Localiser. Ok, localiser la lumière. Éteindre une partie de la lumière. Les enseignes, les magasins, oui. sont éclairés, il y a personne dans la rue. Voilà. Alors, une petite astuce, si vous voulez vous révolter par rapport à l'éclairage des enseignes, ils ont, à côté de chaque magasin, il y a un interrupteur en fait, qu'on peut abaisser et éteindre. Voilà, c'est vraiment si on veut être révolté. Maintenant que vous les jeunes, allez-y. D'autres idées? Arrêtez d'acheter les machins pour les jardins, Les machins. les éclairages. Ah oui, solaire là. Oui. C'est pilote peut-être, mais ça marche pas encore. Bah, notamment pour le verluisant, hein, par exemple. La fenêtre qui est placée sous le petit lampadaire solaire, là, bah, ça va voir par le monde. Ça doit trop porter. Ça doit porter. Oui, ça ne portait non plus. Et individuellement, on peut faire quoi d'autre d'ailleurs. Il y a ça, puis de lampes au sol ou quoi. Peut-être plus d'éclairage, forcément. On va penser à éteindre l'éclairage à la sortie de votre maison, éventuellement. Après, l'idée d'éclairage automatique, c'est pas mal. Hein. Oui. De manière générale, on a adopté beaucoup de comportements sécuritaires qui créent pas seulement des consommations lumineuses, hein, qui créent tout un tas d'autres impacts sur la perturbation qu'on peut faire globalement sur la planète. La perturbation lumineuse en étant une.
Et tous ces comportements sécuritaires, on s'aperçoit qu'ils finissent par ne plus être vraiment adaptés à notre environnement, à l'équilibre qu'on doit maintenir avec notre environnement. Exact. Exact. Se passer un peu de cette sécurité, ou en tout cas accepter les craintes et les peurs de la nuit, peut-être, ou en tout cas peut-être un compromis. C'est difficile. Ah oui, oui, c'est plus facile pour nous que pour les gestionnaires de nos collectivités. Parce que eux, bon, ils veulent surtout pas avoir de pépins. Ouais, c'est ça. Donc on laisse allumer. En plus, Il n'y a pas de pépin par rapport à, oui, par rapport au vandalisme, des choses comme ça. voilà, c'est ça. Enfin, là, c'est le vandalisme. Il n'y a pas d'études, je crois, qui prouvent qu'il y a du vandalisme, ou même le vandalisme au fond de l'écart, ou au contraire, ça va plutôt même, il me semble, dans notre sens. C'est ça. Dans mon expérience personnelle, vous mettez votre voiture sur un parking où il fait nuit noire, parce que pas grand-chose. Par contre, vous la mettez dans un parking où il y a un peu de lumière, c'est beaucoup plus facile pour démonter les roues, dessus. Donc, voilà, moi je pense que vous éteignez un quartier la nuit, les gens rentrent chez eux, et il y a beaucoup moins de vandalisme. Je pense que les gestionnaires. Ouais, en tout cas, les études, j'en ai pas vu. Il y a eu une étude qui a été faite. Il y a une étude qui a montré qu'effectivement, avec point d'éclairage la nuit, il n'y a pas plus de délinquance, mais plutôt moins. Ouais, c'est ça. Oui, oui, Par exemple, les délinquants sont comme nous, ils ne voient pas la nuit. j'ai plusieurs études aux États-Unis ou en France qui montrent finalement qu'il n'y a pas de corrélation entre éclairage et vandalisme. Et notamment, il y avait, je crois qu'il y a des chiffres de la gendarmerie qui montrent les cambriolages, il y a 80% des cambriolages ont lieu le jour déjà. Donc finalement, c'est le fait d'éclairer pour arrêter le cambriolage. En fait, on a le sentiment d'être en sécurité quand c'est éclairé, mais l'insécurité n'est pas plus importante. Les études qui ont été faites n'ont pas montré de corrélation. Donc, il y a eu quand même plusieurs études qui ont été réalisées, mais il n'y a pas eu jamais eu de preuve. Voire même, certaines fois, le fait d'être éclairé, ça va nous permettre de plus se regrouper, et donc finalement, les gens sortent plus peut-être, et peut-être faire des bêtises, je ne sais pas, mais voilà, donc finalement, ça attire plus le fait d'être éclairé, que la ville soit éclairée, que la ville soit éclairée. Madame, vous avez... Non, j'ai été modérée. Ah, d'accord. Alors, je voulais seulement dire, peut-être qu'il faudrait se renseigner, mais mon mari me faisait remarquer que je voulais donner des exemples de communes rurales. Puisque dans le nord du sud roman, il y a plusieurs communes qui ont fait cette expérience depuis déjà 2-3 ans, depuis que le département de Drôme avait conseillé aux communes, justement, d'éteindre les lumières. Mais c'est vrai que c'est aux campagnes. Montsougon, Crépol, etc. Ces communes auraient un retour à faire. Voilà. Mais c'est vrai. Un témoignage des communes, un retour d'expérience. Et c'est vrai que c'est difficile pour une ville de faire la même chose quand on sait que les gens. Tout à l'heure, j'ai fait une petite enquête dans l'association où j'étais, et les femmes qui étaient là m'ont dit non. Il y a 10 personnes qui m'ont dit moi, je ne sors pas la nuit parce que j'ai peur. Donc, si tu éteins les lumières, alors je sortirai encore moins. C'est pas la lumière, elle est petite, je ne sais pas, quand vous marchez, quand il fait vraiment nuit, vous pouvez trébucher, vous pouvez. Donc c'est quand même intéressant au moment où vous passez qu'il y ait de la lumière, ne serait-ce que pour visualiser le sol. Je dirais, c'est pareil, quand vous faites du vélo, le fait d'avoir une lumière, ça permet de voir qui est juste devant, non seulement vous êtes vu un vide, ce qui est très important, mais en plus, ça vous permet de voir si vous avez un trou dans la route ou s'il y a quelque chose. Donc le fait qu'on éprouve le besoin d'avoir de la lumière au moment où on passe quelque part, ça me paraît quelque part logique si on se promène. Mais c'est vrai que ça n'a pas besoin d'être éclairé quand c'est personne. Et qu'il y a une différence entre la pollution énorme de la lumière et le besoin très ponctuel de lumière. En fait, si chacun avait sa lampe de poche, on se poserait peut-être moins de questions, mais s'il suffit d'avoir sa lampe de poche, ça prendra. Et puis, oui, c'est vrai que sur tous les portables, il y a une lampe torche. Et comme tout le monde a un portable ici, voilà. Beaucoup. Mais oui, c'est très juste. On a quand même le besoin de cette sécurité de pouvoir savoir où on marche. Après,
faire l'expérience aussi, parler d'expérience tout à l'heure, faire l'expérience aussi du marché à nuit et d'adapter notre vision à la lumière, à capter la lumière justement de la lune ou des étoiles, etc. Enfin, c'est très intéressant parce qu'en fait, on peut se rendre compte, moi je le vois sur les balades animées nocturnes, avec les gens ont besoin justement à chaque fois de leur lumière, on leur dit non, maintenant on éteint tout. C'est la crise totale, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, mon fils va s'échapper. Donc, et on essaie, et en fait, on s'habitue, et qu'est-ce que ça énerve. Oui, mais on ne met pas, quand on fait une grande lecture, on met pas sa lampe du début à la fin de la rando. Il est bien évident qu'il y a des périodes où on éteint la lumière parce que si on le fait une pleine lune, enfin selon les circonstances, on va allumer plus ou moins rapidement ou utiliser plus ou moins. Ça dépend du chemin, je suis d'accord. Voilà, et c'est ça. Mais c'est vrai aussi qu'on est trop habitué à vouloir. C'est flash, c'est agressif. Alors, une dernière solution, peut-être, par rapport à ce que vous disiez sur le fait des élus, ça risque d'être embêté si on leur demande ça ou quoi, par rapport au vandalisme ou quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire, justement, chacun à démultiplier aussi, si vous êtes d'accord, évidemment, mais à sensibiliser peut-être vos voisins, aller en parler à vos élus, justement, de cette position. Et ce qui vous embête, finalement, parce que souvent, en fait, les retours que peuvent avoir les élus, c'est plutôt il n'y a pas assez de lumière et ça manque de sécurité. Et du coup, l'inverse pourrait peut-être les surprendre. Et justement, on ferait des économies en même temps. Bon, ça voilà. Vous avez déjà essayé de contacter des élus pour, je ne sais pas moi, des gens dans un quartier que vous préférez, des gens qui ont la volonté de faire baisser la lumière dans un quartier et avoir une procédure. Vous avez déjà eu des expériences fructueuses? Non, parce que nous, en fait, des procédures, la Roche-Leclerc, je crois qu'ils ont éteint les lumières, ils éteignent maintenant les lumières à 22h. C'est un bon compromis, parce que c'est vrai qu'après 22h, on est obligé de sortir aussi, on peut rentrer. Ça dépend des heures. Oui. Chacun ses habitudes. Eh bien, on va laisser. Vous avez tout dit, donc je vais aller assez vite. Mais une première. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une des premières idées, c'était tout simplement d'éteindre. Et d'éteindre totalement. Donc, ça vaut le coup de se poser ces questions-là dans des endroits où il n'y a vraiment aucune utilité, notamment les sorties de village, où il n'y a aucune habitation, il n'y a plus rien finalement, on éclaire de la forêt. Est-ce que ça vaut le coup d'éclairer de la forêt? Donc, ça vaut le coup vraiment de se poser des questions. Y a-t-il des endroits où on peut vraiment éteindre totalement, on enlève le lampadaire? Et puis évidemment, il y a d'autres secteurs où ça semble beaucoup plus compliqué et il faut qu'il y ait vraiment une acceptation sociale. Donc là, il faut réfléchir vraiment à repenser l'éclairage, à la fois en pensant à la société et en ayant aussi une idée derrière. Il faut qu'il y ait un impact le moindre possible sur la biodiversité et sur notre santé. Et donc, un peu les solutions qui semblent intéressantes pour l'homme et le reste de l'humanité peuvent être jouées sur le spectre lumineux, donc notamment éclairer plutôt avec des couleurs chaudes que des couleurs froides comme le bleu ou le blanc. Donc ça fait appel à ce que je disais tout à l'heure sur les histoires d'UV qui sont beaucoup plus impactantes sur le corps humain notamment. On peut jouer aussi sur la direction des lampadaires. Donc on l'a dit tout à l'heure, les grosses boules des années 60-70 qui éclairent à 360 tout le ciel, ça sert à rien. Donc autant éclairer vraiment là où on a envie d'éclairer, vraiment au niveau du sol. On peut jouer aussi sur l'intensité lumineuse. À l'heure actuelle, les lampadaires éclairent vraiment énormément, une luminosité qui est très très importante. Et on peut finalement diminuer un peu cette intensité. Donc on va éclairer un peu moins, ça sera peut-être un peu moins éblouissant, on va consommer beaucoup moins aussi. Donc
c'est des choses qui peuvent vraiment être intéressantes. Et au niveau d'impact sur la biodiversité, ça a commencé à être mesuré. Et on s'est rendu compte que les chauves-souris, par exemple, préféraient des lampadaires avec une intensité beaucoup moins importante que très importante. Et on peut également jouer sur la durée de l'éclairage. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, certaines communes éteignent au cours de la nuit, entre minuit et 5 heures du matin, par exemple. Et il n'y a pas que des villages, il y a aussi des petites villes de plusieurs milliers d'habitants qui commencent à le faire aussi. C'est quelque chose qui est en train d'arriver dans les mentalités. Et cette extinction, elle est importante au niveau économique. On s'est rendu compte que le fait d'éteindre au cours de la nuit, c'était 30% d'économie sur la facture d'électricité de la commune. Donc c'est quand même... En général, le premier argument des communes, quand ils font l'extinction, c'est vraiment l'argument économique. Mais ça profite aussi à la biodiversité, plus ou moins. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été réalisées encore sur l'extinction. Il y en a une qui a été faite au muséum à Paris sur les chauves-souris. On s'est rendu compte que l'extinction, finalement, ne profitait pas vraiment aux chauves-souris parce qu'elle arrivait trop tard dans la nuit. En gros, l'extinction avait plutôt lieu vers 23h, minuit. Et c'est une période où les chauves-souris sont un peu moins actives. Elles sont actives en début de nuit. Et donc, en début de nuit, c'était encore éclairé. Donc, l'extinction n'a pas forcément un impact important sur la biodiversité. En tout cas, on ne le sait pas encore vraiment. Mais ça va avoir un impact sur les économies d'énergie, sur la pollution, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais on estime à 620 000 tonnes de CO2 produits par l'éclairage artificiel, par l'éclairage public en France chaque année. Donc il y a vraiment un effet important de niveau pollution. Donc voilà, le fait d'éteindre, on va consommer moins et c'est quelque chose qui est très très important. Excusez-moi. Ouais. Vous pourriez développer cette aussi pour vous le premier onglet au niveau du spectre. Ouais. Alors, en fait, on s'est rendu compte que selon les spectres lumineux, ces spectres avaient des impacts plus ou moins importants sur les espèces, sur la biodiversité. Et par exemple, les chauves-souris, donc j'ai toujours beaucoup d'exemples sur les chauves-souris parce que c'est vraiment que je travaille beaucoup dessus. Il y a des études hollandaises qui ont montré que sous des spectres bleus, verts ou blancs, on avait beaucoup moins de chauves-souris que sur des espèces sous des spectres qui étaient rouges ou jaunes, par exemple. En fait, c'est des longueurs d'onde de la lumière qui vont avoir des impacts plus ou moins forts sur les espèces. Et est-ce que ça ne serait pas aussi plus lié au niveau des végétaux, par exemple, cette histoire de photosynthèse, plus qu'aux animaux? C'est lié les deux sont liés, oui. Il y a aussi des effets sur la flore. Est-ce que ce spectre il se rapproche pas plus de celui de la Lune, qui est plus naturel? Bah oui. Alors après, c'est assez compliqué parce qu'on se rend compte que quand on fait des études sur l'ensemble de la biodiversité, finalement, il n'y a aucun spectre qui est favorable. Parce que certaines, là, l'exemple des chauves-souris, c'était, voilà, elles aiment bien le rouge et le jaune, par exemple, elles préfèrent en tout cas. Mais pour d'autres espèces, on s'est rendu compte que finalement, certaines préféraient le bleu. Donc c'est un peu compliqué parce que voilà, on va avoir des effets qui vont être un peu différents selon chaque espèce. Donc, mais oui, c'est sûr que l'éclairage plus jaune va plus ressembler à une lumière un peu plus naturelle. La lune, elle est plus blanche que le soleil. Oui. Donc la nuit, la lumière est plus blanche que la lumière. Alors après, oui, j'arrive pas trop à... Oui, non, mais oui, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment c'est l'intensité qui va jouer vraiment. Mais après, au niveau longueur d'onde, voilà, comme cette longueur d'onde, il y a des exemples, en fait, on peut se contredire très facilement quand on parle de ces spectres, parce que chaque espèce va réagir différemment à ces spectres. Mais là, c'est vraiment au niveau de la Lune, c'est l'intensité qui va vraiment jouer. Et ça s'est bien mesuré sur pas mal d'espèces. Le fait de diminuer l'intensité va avoir un effet beaucoup moins impactant sur la biodiversité. Et d'autres choses peuvent avoir encore. On peut prendre en compte aussi des histoires de mesures un peu par rapport au corridor. Tout à l'heure, Doris parlait de trames vertes et bleues. Ces trames vertes et bleues, en fait, ça a été initié lors du Grenelle de l'environnement en 2009-2010, où on a parlé, on a dit qu'il fallait essayer de protéger au maximum ces corridors. Donc c'est un peu des chemins, des routes de déplacement pour les espèces, pour qu'on ait vraiment des connexions
par exemple, entre le Vercors et l'Ardèche, si on veut que l'espèce, les espèces se déplacent dans leur environnement, et pour qu'elles se déplacent entre le Vercors et l'Ardèche, elles vont passer par la vallée du Rhône. Et il faut que cette vallée du Rhône soit encore favorable pour que ces espèces puissent se déplacer. Et donc, on va essayer de conserver des corridors, donc ça va être des rivières, des haies, des ripicides, des forêts de bancs de cours d'eau, des boisements. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'habitat et l'éclairage sont très liés. C'est important de prendre en compte les deux. Et donc, on s'est rendu compte, il y a eu des mesures qui ont été réalisées qui montrent qu'il faut que le lampadaire soit à au moins 50 mètres d'un corridor pour que le corridor reste fonctionnel. Mais donc, c'est des choses qui sont aussi importantes à prendre en compte. Et donc, quand des communes vont planifier un nouveau secteur d'éclairage, on va mettre des nouveaux lampadaires, c'est important de prendre en compte aussi ces aspects. Et je reviens sur les cartes de tout à l'heure, où l'idée, donc du coup, on va rencontrer des communes dans les mois qui viennent, et on va essayer de cibler un peu des secteurs. Donc là, j'ai pris un exemple sur Chaveuil, où en fait, donc, plus c'est bleu, plus on a de chauves-souris, et là, on voit bien que la traversée de Chaveuil est bloquée par la lumière, par la ville, et notamment par la lumière. Et donc, on va essayer de travailler avec la ville de Chaveuil pour améliorer ces lampadaires, pour que ces lampadaires éclairent vraiment là où on veut que ça éclaire. Est-ce que certains lampadaires sont indispensables ou pas? Est-ce qu'on peut pas en enlever? Donc voilà, on va essayer de sensibiliser les communes au niveau de ces éclairages pour avancer dans le bon sens. Après, ce sera de la sensibilisation et si on y arrive, du développement de moyens financiers pour vraiment pouvoir avoir des actions concrètes. Et je vais finir par le niveau réglementaire, où quelque chose qui est assez important, c'est que au niveau des communes, le maire n'a pas d'obligation d'éclairer. En fait, il a un pouvoir de police et donc il peut éclairer, mais il n'est pas obligé d'éclairer. Donc on peut très bien avoir des communes sans éclairage, c'est dans le droit français, c'est possible. Mais comme le maire a un pouvoir de police, il doit assurer la sécurité à ses citoyens et donc il éclaire. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut le savoir. Il faut le savoir et si vous allez sensibiliser un peu vos élus, vous pouvez parler de ça. Alors la pollution lumineuse, elle a été vraiment a commencé à être abordée dans les lois donc, à partir de 2009-2010 avec les lois Grenelle et les lois sur la biodiversité. On a commencé à parler qu'il faut protéger les paysages nocturnes, il faut veiller à sauvegarder un peu la nuit noire. Et donc, il y a eu quelques lois qui ont été arrêtées, notamment sur l'extinction des anciennes lumineuses, des bâtiments en ville. Donc ça, c'est des extinctions qui sont obligatoires maintenant. Donc à partir d'une certaine heure de la nuit, il faut que les anciennes lumineuses publicitaires, par exemple, soient éteintes, ou des façades de bâtiments soient éteintes. Donc on avance petit à petit, mais ça, c'est des lois qui ont quelques années. Et il y a une dernière loi qui est sortie en décembre dernier, 2018, qui commence à aller un peu plus loin que juste l'extinction. Et aussi là, on commence à travailler sur la loi préconise, incite à ce qu'on diminue l'intensité des lampadaires, à ce qu'on choisisse des spectres lumineux plus jaunes, plus foncés. Donc, et alors, pour l'instant, c'est seulement à proximité de milieux naturels, de réserves naturelles, d'endroits un peu encore protégés au niveau de la biodiversité. Mais ça avance petit à petit. Donc peut-être que dans quelques années, on aura des lois qui arriveront au niveau aussi de la ville en tant que telle. Et on aura, voilà. En tout cas, ça va plutôt dans le bon sens, mais il faut du temps. Voilà. Et bien, je vous remercie. Des questions peut-être? Oui. C'est pas des questions, c'est trois remarques. Oui. Vous avez parlé de l'action entre les communes. Moi, à titre personnel, je suis impliqué par rapport à la commune dans le cadre de la préparation des élections prochaines. Il y a des comités citoyens qui se réunissent et les citoyennes préparent des programmes, notamment je me suis investi par rapport à
pas l'ensemble des listes, mais notamment sur, j'aurais fait sentir, toucher du bois, le problème de l'éclairage public. Moi, c'était d'abord au départ sur l'aspect économique, mais il y a également l'aspect environnement, pollution. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que vous avez présenté. Est-ce que vous avez prévu d'aller voir la commune de Saint-Marcel-de-Valence pour abonder Mais on attend votre invitation. Ils viendront avec vous? Oui, on attend votre invitation. Avec le repas et tout. Le petit vin. Non, voilà. Donc bravo pour votre initiative. Je pense que tout citoyen ne fait pas un grand mérite à ça. Je précise également, mais je suis allé voir, en fait, la gestion de l'éclairage public, bon, elle est sous la responsabilité des communes, mais souvent elle le délègue en termes d'installation et de maintenance au SDEL, service départemental d'électrification de la Drôme. Et dans la Drôme, c'est 100 communes sur 369. C'est quand même pas négligeable. On sera peut-être également sensibilisé au SDEL par rapport à ça. Ouais. Comment? Il devrait y avoir des gens qui se baissent Ici? devant. Levez la main. Ah, ils sont identifiés. C'est foutu. Nous, on va relancer une soirée jour de la nuit, mais hors programme jour de la nuit, mais plutôt en janvier-février, avec au café Le Cause Toujours à Valence, avec à la programmation une sortie nocturne. Ça fera un peu frais, mais ça peut être sympa. Voilà, c'est prévu. Donc ça sera un peu le même type de présentation, peut-être un peu plus participative, encore plus participative en tout cas, et un peu plus ludique pour que ce soit familial aussi, que ce soit adapté aussi pour les enfants. Donc voilà. Donc vous pourrez avoir toutes les infos sur le site de la LPO, lpo-drone.fr, il y a l'agenda, il y a nos sorties nocturnes également. On fait des sorties Bram du Cerf, on peut aller écouter le Bram du Cerf, mais pas que.